Professeur Didier Raoult, que pensez-vous de l'émergence de nouveaux variants, par exemple en Bretagne encore hier? Écoutez, les nouveaux variants, ça ne va pas arrêter de sitôt. Donc, dans les deux variants que on voit émerger, il y en a un qui n'est pas très fréquent pour l'instant dans ce qu'on a qui est documenté, qui est le variant dit breton, là, qui sévit à Lannion, qu'on voit ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un variant très distant. Il est très loin de tout ce que l'on connaît jusqu'à présent. Et il a des mutations qui sont différentes aussi. Je vais vous montrer la figure de la protéine qui sert pour le vaccin. Donc vous verrez, il y a de très nombreuses mutations, dont beaucoup sont spécifiques de ce virus. Et donc, pour l'instant, en tout cas moi, je ne sais pas très bien si ce virus est résistant ou pas aux anticorps monoclonaux et au vaccin. C'est quelque chose qui doit être étudié. Nous, on aimerait bien que les gens qui ont les souches les partagent avec nous. Nous, tout ce qu'on nous demande, dans le cas de cette maladie, on le donne, on échange les séquences, on échange les souches. L'inverse n'est pas vrai. On n'arrive toujours pas à avoir la séquence du vison français qui est séquencée depuis plus de 3 mois, qui est cachée, je ne sais pas pourquoi elle est cachée. Quand on demande des souches, même au départ, on demandait une souche au Centre national de référence de Lyon qui ne nous l'a jamais envoyée. Donc, dans ce pays, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on ne partage pas grand-chose, mais nous, tout est public. Et même à chaque fois qu'on envoie une publication, elle est sur notre site, tout le monde peut la consulter, toutes nos données sont consultables, parce que c'est comme ça qu'on doit agir quand on est dans une situation d'épidémie. Rien ne nous empêchera de publier les choses. D'ailleurs, notre deuxième variant d'intérêt, qui est le variant Marseille 501, heureusement, on avait déposé sur notre site la publication qu'on a envoyée, mais je viens d'apprendre que Pavlovski, qui est un grand virologue, et j'en suis très content, ça fait plusieurs mois que je disais qu'il devrait être dans un conseil scientifique bien fait, parce que c'est quelqu'un qui sait faire. Du coup, il a envoyé un papier, il va probablement nous couper. C'est la vie, c'est comme ça, donc très bien. Et il a trouvé le même variant que nous on a appelé Marseille 501, je ne sais pas comment il l'a appelé, peut-être Créteil 501, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, ce variant, il y en a maintenant une centaine ici. C'est un variant qui est fréquent, et donc on ne sait pas jusqu'où il va s'étendre. Mais en tout cas, il est on commence à le voir dans différents endroits en Europe. Il est dans la région parisienne, il est ici. Et pour l'instant, il me paraît à ce stade un peu plus inquiétant que le variant breton. Voilà. Mais bien entendu, il va continuer à émerger des variants. C'est la nature de ce virus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas quels sont les endroits dans lesquels il accumule ces mutations avant d'apparaître. Donc, ce qui laisse encore penser qu'il est possible qu'il y ait des réservoirs animaux dans lesquels ils puissent continuer à se développer en cachette et apparaissent brutalement chez les humains après avoir accumulé un certain nombre de mutations. Ça reste mystérieux. Voilà. Donc, c'est un élément qui fait partie du fait que ce virus, le seul modèle analogique que je connaisse, c'est celui des rhinovirus, qui sont comme ça aussi, qui mutent beaucoup et qu'on a toute l'année avec des variations épidémiques qui sont voyez, les mêmes que l'on voit ici en suivant les choses à Marseille. Vous voyez, donc ça, c'est ceux qui ne sont pas typés. Ça, c'est le Marseille 4 qui est né en France, probablement dans le sud de la France, et qui est en train de disparaître, remplacé par ce qu'on a appelé le variant anglais, et ici avec les variants sud-africains et brésiliens, et puis ici ce nouveau Marseille 501 là, qui est en train de se développer. Donc voilà la situation sur les variants. Concernant la vaccination, que faut-il penser de la mise en suspension de la vaccination par le vaccin AstraZeneca qui a eu lieu hier? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec ces vaccins parce que la période d'analyse des vaccins que l'on a l'habitude de faire depuis des décennies, qui est de les tester, de regarder les effets secondaires, d'évaluer l'efficacité, n'a pas été faite dans l'urgence. Moi, je ne veux pas porter de jugement de ça. Les gens
trouvé qu'il était urgent d'avoir un vaccin, même si son évaluation était incomplète. Les gens qui ont fait ça ont pris les précautions pour que ce soit les États qui aient la responsabilité des inconvénients et pas eux-mêmes. Donc c'est pas eux qui ont des problèmes s'il y a des problèmes, parce que les États ont exigé d'avoir des vaccins rapides. Et donc ça veut dire qu'il y a des étapes qui ont été très courtes d'évaluation. Bien sûr, il y a des choses que l'on peut découvrir si on a des essais très courts. La mortalité, le risque de mortalité sur 1000 personnes a été évalué. Il est très très faible, il n'était pas visible. Après, quand on a vacciné 100 000, 200, 1000 personnes, 1 million de personnes, on voit des choses que l'on n'avait pas vues avant. Et ensuite de ça, dans les choses qu'on voit quand on observe les gens, tout ce que l'on observe n'est pas nécessairement lié au vaccin. Mais il est prudent, quand on a beaucoup de réactions, ce qui semble être le plus le cas avec le vaccin AstraZeneca qu'avec les autres, de s'arrêter un moment pour réfléchir. C'est logique, c'est pas scandaleux. Quand il y a plusieurs pays qui disent écoutez, nous on arrête, d'abord ça pose un problème parce qu'il semble que ça ne protège pas contre le vaccin, contre le mutant qu'on voit se développer, les mutants africains et brésiliens, ça ne marche pas. Ils n'étaient pas non plus protégés par l'infection naturelle. Au Brésil, il y a une zone autour de Manaus où 75% des gens ont été infectés et ça ne les a pas empêchés, quelques mois plus tard, d'être infectés par le variant brésilien. Donc c'est une question complexe sur laquelle il y a des décisions politiques à avoir pour maintenir la confiance dans le vaccin. Si on fait une pause, ça me paraît plutôt raisonnable que de dire écoutez, non, il n'y a rien à voir, circuler, parce que les gens ne croiront pas et ça créera une défiance de plus et une baisse de crédibilité en plus. Donc je pense que c'est une décision raisonnable pour l'instant. Il faut regarder. Il faut voir une véritable analyse des données pour voir si statistiquement il y a plus de gens qui ont eu un accident après avoir un vaccin que de gens qui ont eu un accident et qui n'ont pas eu le vaccin. C'est comme ça qu'on détermine s'il y a cette coïncidence au sens étymologique. On peut regarder ensuite s'il y a une causalité, une cause entre le vaccin et les choses. Mais il faut le temps d'analyser ces coïncidences. Par exemple, vous voyez, moi j'avais été frappé quand on a commencé à mettre de l'hydroxychloroquine, parce que les gens ont inventé que ça allait donner des troubles du rythme, etc. Il y a eu plein de rapports au centre de pharmacovigilance de gens qui avaient des troubles du rythme. Mais là aussi, on rapporte qu'il y a des troubles du rythme. Ça ne veut pas dire que les troubles du rythme soient du vaccin. C'est-à-dire que si vous observez les gens, il y a plein de gens qui font des troubles du rythme que vous n'auriez pas vus si vous ne les aviez pas observés. Et donc, à partir du moment où vous pensez qu'il y a un lien, ça n'arrête plus. C'est la même histoire que la sclérose en plaques avec l'hépatite B. Si vous pensez qu'il y a un lien et qu'il y a 30 millions de personnes vaccinées pour l'hépatite B, comme il y a beaucoup de sclérose en plaques qui commencent ou qui font une poussée, vous finissez par penser, à chaque fois que vous en avez une, que c'est lié. Donc tout ça, ça nécessite une analyse à froid, calme, pour regarder s'il y a des liens statistiques entre certaines manifestations, d'une part, et d'autre part, l'injection du vaccin. En attendant, c'est bien de mettre une parenthèse pour se donner le temps de faire ces statistiques. Tout ça me paraît raisonnable, d'autant qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps d'avoir toutes les analyses et que, par ailleurs, les analyses dont nous avons disposé sont celles de l'industrie pharmaceutique. Et je vous raconterai, comme celles de l'industrie pharmaceutique, elles sont toujours biaisées. Il faut bien, dans la réalité, et non pas la réalité seulement analysée par l'industrie pharmaceutique, qu'on voit qu'elle est plus bonne. Est-ce que vous avez des exemples, des travaux qui ont été faits pour mesurer ces biais liés à l'analyse par l'industrie pharmaceutique ? Oui, il y a deux. Moi, je conseille à ceux qui se découvrent scientifiques, là, du jour au lendemain, ou qui pensent être des scientifiques parce qu'ils répètent toujours la même chose sans approfondir la chose. Il y a, depuis quelques années, un site en Angleterre qui s'appelle Cochrane Library, qui analysent toutes les études qui sont faites sur un sujet donné. Mais ils font des analyses qui durent des mois, voire des années, pour être sûr d'avoir une analyse complète, totale, de la littérature sur un domaine donné.
Alors il y en a deux qui me paraissent très intéressantes et que je crois très importantes pour ceux qui donnent des leçons et qui essaient de m'en donner sur la science de la Cochrane Library. Le premier, c'est, j'avais fait un éditorial là-dessus, mais qui a dû passer inaperçu pour beaucoup, c'est une analyse de la Cochrane Library sur les essais thérapeutiques qui a comparé les essais randomisés aux essais observationnels. Et donc, la conclusion sur plusieurs milliers d'études, d'accord, c'est que il n'y a pas de différence entre les deux, quelle que soit d'ailleurs la méthode d'observation que l'on ait utilisée. Donc le mythe des études randomisées qui auraient une supériorité par rapport aux études observationnelles n'est juste qu'un mythe. C'est une opinion, c'est de la religion, c'est j'ai raison, ça n'est pas observable. Donc s'il y a des gens qui sont neutres et qui observent tout ce qui est publié dans la littérature, ils ne voient pas de différence entre les essais randomisés, sauf que, en réalité, les essais randomisés sont d'une telle complexité et sont tellement chers que, en pratique, c'est rarement autre chose que l'industrie pharmaceutique qui peut les payer. La deuxième chose, moi j'entends ça m'amuse beaucoup, de dire que je suis un complotiste et que je vois des complots partout, parce que je dis que, vous savez, il faut se méfier. Partout où on manie des sommes colossales d'argent, il y a un risque de corruption. Il faut être un enfant pour ne pas savoir ça. Moi qui aime la culture classique, si vous voulez, la fin de la République explique ça exactement dans ses moindres détails. C'est comment la corruption a mis fin à la République romaine. Et là, il y a un scientifique de grande qualité qui a fait un travail sur l'histoire de la corruption avec l'industrie pharmaceutique et les sciences médicales. Je vous conseille de le lire en entier, si vous pouvez, ça doit pouvoir être traduit facilement sur Internet. Mais surtout, il mentionne deux études. Je vous ai mis une des deux sur de la Cochrane Library, qui a analysé, pareil, 8000 articles pour regarder quand on fait la même étude à propos du même médicament, qu'une fois c'est payé par l'industrie pharmaceutique et qu'une fois ça n'est pas payé par l'industrie pharmaceutique ou des gens qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, eh bien, quand on regarde plus des 8000 essais, dans toutes les dimensions, quand il y a un financement par l'industrie pharmaceutique, vous augmentez, vous multipliez par 1,27 le risque d'avoir des conclusions favorables. Et la conclusion est que, quelle que soit la qualité de l'étude, vous n'arrivez pas à le détecter par vous-même. Parce que, en apparence, les résultats sont parfaitement ordonnés. Quel que soit le niveau de qualité présenté, vous avez un biais, pour mettre simplement les choses, et donc vous retrouverez ça dans cet article. À chaque fois qu'il y a un essai qui est financé par l'industrie pharmaceutique, vous créez un biais en faveur du produit de l'industrie pharmaceutique qui le finance. Et dans la plupart des cas, vous êtes incapable de détecter où est ce biais. Et nous avons fait exactement la même chose avec Mathieu Millon, sur un papier qu'on peut trouver aussi sur notre DOI et qu'on est en train d'envoyer. Si vous êtes financé ou si vous avez des liens d'intérêt avec Gilead, l'hydroxychloroquine marche 2 fois moins souvent que si vous n'avez aucun lien d'intérêt avec Gilead. Et vous avez une deuxième chose qui est très intéressante, qui est sur le papier Co19, sur le site Co19, vous avez, eux trouvent un biais extrêmement significatif avec le fait d'être américain ou de ne pas être américain. Donc si vous êtes américain, vous êtes contre l'hydroxychloroquine. Si vous n'êtes pas américain, vous trouvez que l'hydroxychloroquine marche. Donc voilà des biais que l'on peut parfaitement analyser dès que l'on a suffisamment de données, qu'on a la curiosité de faire de la science plutôt que des affirmations en tapant sur la table et en disant qu'on a raison. Eh bien, on voit très bien où sont les biais. C'est très facile. Il suffit de regarder la littérature pour ceux qui s'y intéressent. Après, ceux qui parlent de science sans lire de la science,
et qui donnent leur opinion comme si c'était l'état de la connaissance, se pervertissent eux-mêmes, ils pervertissent leur esprit. Est-ce qu'on a dans l'histoire récente des exemples de corruption de cette nature qui auraient pu être poursuivis, qui auraient été bien identifiés? Déjà, je pense qu'il y en a une qui aurait dû être poursuivie, c'est que Gilead a réussi à vendre 1 milliard d'un médicament dont l'OMS disait qu'il ne servait à rien. Donc je ne sais pas pourquoi l'Europe a fait ça, je ne sais pas pourquoi le parquet financier ne s'empare pas d'une chose pareille, parce que je trouve ça étonnant. Mais oui, bien sûr, Pfizer a été poursuivi pour avoir dissimulé des résultats négatifs. En Chine, AstraZeneca et Pfizer ont été poursuivis. Ensuite, l'exemple que tout le monde connaît par cœur, c'est celui du tabac, qui a financé d'une manière extraordinaire des fausses études pour montrer que le tabac était bon. Là aussi, les États-Unis ont joué un rôle terrible, il faut dire. Là, ici, encore une fois, Noam Chomsky, dans les accords de l'OMC, en obligeant l'Inde à acheter du tabac américain. Enfin, donc, si vous voulez, moi je veux bien que les gens découvrent brutalement la nature humaine, la nature de la corruption et la nature de l'argent à ce niveau-là. Mais enfin, tout ça n'est aucunement une surprise, ni pour l'industrie pharmaceutique, ni pour les autres industries. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est d'ailleurs pas tellement leur problème à eux. Le problème, c'est comment les États prennent des mesures pour avoir un minimum de contrôle de ce mécanisme-là, y compris dans les industries pharmaceutiques. Vous verrez, si vous lisez ce livre sur l'épistémique corruption, les gens de l'industrie pharmaceutique ont l'habitude de devenir familiers, voire amis, avec les leaders d'opinion. Et donc c'est beaucoup ce qui s'est passé. Quand on voit, finalement, si vous avez été invité 4 fois dans un congrès, vous avez mangé 5 fois avec des gens qui vendent des médicaments, même si on ne vous donne pas de l'argent directement, vous avez créé des relations qui sont des relations anormales, et donc vous avez perdu votre lucidité dans ces réactions anormales. Donc il faut y faire très attention, ça existe, ça existera toujours, ça fera partie de la nature des relations humaines, et donc il faut créer les moyens pour que ça ne dépasse pas, ça ne fasse pas prendre un risque pour la société ou pour sa santé, parce que ça empêche le développement de stratégies qui soient des stratégies utiles. Et ceci nous amène à dire, écoutez, voilà, la situation dans laquelle nous sommes, ce qui est vraiment urgent maintenant, de mon point de vue, c'est, il y a plein de médicaments dont on voit in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, qu'ils marchent. Plein de médicaments. Certains totalement inattendus, des médicaments psychiatriques, avec des confirmations cliniques. Il y a une très belle étude française qui montre que les gens qui prennent des antidépresseurs, pour d'autres raisons, font moins de formes graves du Covid que les autres. Il y a des essais sur l'ivermectine qui ont été publiés dans le monde. Il y a une quantité de molécules qui ont une efficacité in vitro, parfois associée à des études statistiques observationnelles qui le montrent. Il est temps d'arrêter de croire au Père Noël et à la molécule magique qui va sortir. Il y a une quantité de molécules à tester. Et donc, on ne peut pas laisser simplement le jeu du marché, trouver de nouvelles molécules. Personnellement, je pense qu'il faut que l'État s'investisse pour faire un appel d'offres pour l'évaluation des molécules qui ont une efficacité in vitro, qui sont très peu toxiques parce qu'on les connaît, qui sont génériquées parce qu'elles ne coûtent rien, d'accord, pour pouvoir trouver des solutions dans le soin, parce que le soin reste la seule chose par laquelle on est sûr d'améliorer les malades. L'autre chose que nous, on a vu, que je conseille, y compris à nos amis parisiens, c'est que depuis que nous avons mis de l'oxygénation à haut débit, ce qu'on appelle l'Optiflow, on sauve des gens qui mouraient il y a encore quelques mois, parce qu'ils ne pouvaient pas aller en réanimation. Je pense qu'il faut étendre beaucoup ces outils. Alors ça nécessite des aménagements que nous on a fait, qu'on a pu faire librement, parce que pour ça nous sommes libres, d'augmentation du débit d'oxygène, parce que ça consomme beaucoup d'oxygène, on consomme 50 litres d'oxygène au lieu de 5 à 10, donc mais ça sauve des gens, ça leur permet de faire un passage, et donc tout ce soin, la qualité du soin est un élément essentiel dans cette maladie, dont je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc c'est très important. Et enfin, pour toutes les
les médisants qui cherchent à peu près tout ce qu'on peut dire de mal de moi, je vous le dis, ici, nous avons tous pris la décision, les médecins, l'IHU, nous sommes des fonctionnaires de l'assistance publique. Donc nous décidons de rien, de la facturation. Nous pourrions avoir une activité privée, mais il se trouve qu'aucun d'entre nous n'a d'activité privée et aucun d'entre nous n'a de lien avec l'industrie pharmaceutique parce que l'on pense que ça serait pour nous un conflit intellectuel de faire l'un ou l'autre. Voilà, c'est notre position, ça ne veut pas dire qu'elle doit être générale, mais c'est notre position. Donc c'est pas nous qui facturons, comme le dit un journal médisant, les hospitalisations, vous ne pouvez pas décider, on ne peut pas décider de ce que l'on finance comme consultation. La mienne de consultation, elle coûte 23 €, elle est remboursée par la sécurité sociale. Alors c'est pas avec ça que je fais de l'argent, et mon salaire ne dépend pas de l'IHU, et l'IHU ne reçoit pas d'argent en fonction de son activité, on reçoit des moyens pour pouvoir continuer à faire son activité. Donc tout ça, c'est juste de la malveillance pure et simple. J'en me demande pourquoi je porte pas plainte, c'est parce que j'ai autre chose à faire et qu'en réalité, je m'en fiche. Voilà. Merci beaucoup.